Directeur Jeu de Radio Insolite, bonjour à tous et bienvenue à 25 km de Lyon, à Villefontaine, au village Outlet, avec une expo qui me permet de continuer à prolonger la belle histoire de ce Festival Lumière 2021, avec aussi la préparation d'une émission spéciale qui va se faire en direct des Pocoto, puisque je vous rappelle que Gérard Crevon, qui est l'un des designers graphiques de Philapost, a réalisé la 4e série des timbres sur les voitures de cinéma, et on est ici. Et là, la nouveauté nouvelle, c'est que pour une fois, vous allez être heureux, le bonheur imaginé, vous n'allez pas m'entendre. Bah ouais, salut Alex. Salut Alain. Alex, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un que vous allez reconnaître puisque j'ai eu le bonheur d'agir avec lui. Attention, sois sérieux, hein, Alex. Donc j'ai eu le bonheur d'agir avec lui en septembre. C'est quelqu'un de droit, de net, de parfait, mais surtout c'est quelqu'un de passionné et c'est à cause de lui que je suis ici. Alex, félicitations, t'es prêt? Allez, c'est une inauguration effectivement pour moi sur plein de niveaux. Ouais, mais alors attends, là j'ai une bonne nouvelle. Tu pensais qu'on allait le faire à deux, mais tu vas te débrouiller tout seul. C'est parti. Ah, tout en freelance, mais c'est même plus une période d'essai là, c'est carrément en direct dans le grand bain. Ok, bon, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce soir ou ce matin, je ne sais même pas, ce midi. On est un peu déphasé et effectivement on a le plaisir à The Village, à Villefontaine, donc dans le Nord-Isère, d'accueillir une exposition assez exceptionnelle. C'est assez rare de pouvoir réunir autant de voitures, puisque vous découvrez donc ces véhicules exclusifs finalement, tirés de plusieurs grands films américains. Il y a un film français quand même pour le coup, et souvent les voitures sont au second plan dans les films, et pourtant Dieu sait comme leur importance est grande. Là, vous découvrez déjà dès l'entrée en fait des véhicules extraits de Fast and Furious, le premier sur les 9 que compte aujourd'hui la franchise. Les deux premiers peut-être emblématiques, la Dodge Charger sur la gauche et une Toyota Supra à droite, celle de Paul Walker. Et alors deux générations de voitures finalement très éloignées dans le temps, parce que je crois de mémoire que la Dodge doit remonter à presque une cinquantaine d'années. L'air de rien, c'est début des années 70. Pas très éloigné dans le temps, ça date de 50 ans, j'adore. Par rapport à la Toyota qui elle est beaucoup plus contemporaine, et pourtant dans le film elles se tiennent complètement à la distance. Si vous vous souvenez, c'était en 2000 que le premier, en 2001 je crois, le premier film était sorti, et ça y allait entre Vin Diesel et Paul Walker dans leurs rôles respectifs. Voilà pour les deux premiers films. Attends, tu m'as dit qu'il y en avait 9. Tu nous fais le pitch, un résumé des 9? Impossible. Déjà parce que je ne les ai pas tous vus. Je me suis arrêté aux deux premiers. Alors j'ai la chance pour le coup que ce soit les véhicules que des deux premiers qui soient présentés ce jour à Villefontaine. Mais ça reste quand même des belles voitures tout le long, avec des évolutions des personnages, des nouveaux, d'autres qui disparaissent malheureusement. Mais voilà, une franchise qui tient dans le temps. Allez, on continue cette fois-ci, direction, elle est jaune. Alors elles sont effectivement jaunes et grises, ces deux véhicules extraits également de Fast and Furious, la franchise. En l'occurrence Fast to Furious, la suite immédiate, puisque c'est sorti 2 ans après. Une Mitsubishi Evo, et sur la gauche, que je connais pas par cœur, et oui, je la connais pas par cœur, une Nissan Skyline, voilà, qui sont également donc dans cette franchise Fast and Furious et qui sont un régal à regarder pour les amateurs, à conduire également. Je vais faire un petit coup à Fred Morin. Fred Morin est l'adjoint de Gilles Lifshitz, le patron de Philapost, qui est en train de regarder. Et c'est vrai, c'est un peu la surprise, puisque c'est entre le Festival Lumière et l'avenue de Gérard Crevon, sur les Pocoto à Lyon. Et là, on est sur une expo sur des voitures de cinéma. Un petit clin d'œil à toi, Fred, parce que, évidemment, c'est toujours un rêve. Dis, ce sont des véhicules qui roulaient normalement ou ils ont été faits uniquement pour le film? C'est une bonne question. Alors, chaque véhicule a sa propre histoire, j'imagine. Là, j'ai cru comprendre que c'était avant tout des répliques de voitures utilisées lors des tournages. Il y en a au moins une originale de mémoire, c'est vous la verrez tout à l'heure, une célèbre 406. Mais est-ce qu'elles sont roulantes? Il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient pas. Est-ce qu'on peut les acheter si je veux en acheter une? Ah, alors, il existe un marché. Voilà, il existe un marché effectivement où des vrais revanches véhicules tournés qui ont été utilisés dans des tournages de films sont en vente. Il y a des enchères régulièrement. On a des véhicules qui montent des fois en millions d'euros, parce que les fans sont prêts à tout aussi pour avoir leur propre modèle. Il y a des ultra fans. Voilà. Alors après nous, si on le souhaitait, peut-être, on peut peut-être s'offrir une voiture tout Fast and Furious. On met une cagnotte en ligne peut-être dès ce soir. Il y a moyen, qui sait. Mais je vais te faire un truc pas sympa. Au loin, vous voyez une voiture blanche, c'est celle de Taxi. Et je crois que Taxi, c'est quoi? C'était peu jaune? Ça y est, je me trou de mémoire. C'était bien Peugeot, effectivement. Alors, cette voiture-là, je pouvais l'acheter.
Tu pouvais l'acheter, mais a-t-elle suffisamment de moteur pour pouvoir tenir la distance à Marseille par rapport... Ah non, mais est-ce que je peux rouler avec sans être obligé d'aller à Marseille? Et puis est-ce que c'est un véhicule qui se trouve aussi dans les concessions? Absolument. Et alors si on va même jusqu'au bout, je te présenterai tout à l'heure la coccinelle, avec des voitures encore plus fun à conduire, je pense, au quotidien. Et pourquoi pas un 4x4 que l'on a vu avec des dinosaures également. Mais ça, on verra ça peut-être dans un second temps. Mais en effet, beaucoup de véhicules existent quand même dans le grand marché, effectivement, au quotidien. Celle-là, elle est jaune, mais elle est pas très propre. Hein. Ouais, il semblerait qu'elle a vécu. Alors, est-ce qu'elle est exclue pour le coup? Je ne sais pas si on l'a extrait de la casse sur ce coup-là, mais on parle quand même d'une Camaro. Ouais, je reconnais, c'est la film qui a tourné dans Pikachu. C'est la voiture qui a tourné dans Pikachu. Voilà. Alors ça pourrait, on va vérifier tout de suite sur l'affiche. Ah non, c'est dans Transformer. C'était un film? Je crois que c'était des personnages de jouets. C'est des jouets. Mais t'as pas tort, à la base c'est des jouets. C'est des jouets les Transformers. Et qui ont été ensuite adaptés en dessin animé. Et quand les moyens ont été suffisants, en film. Et là pour le coup Transformers, comme Fast and Furious, ça reste une franchise qui fonctionne et qui régulièrement sort des nouveaux films au cinéma. On est très axé cinéma américain hein, quand même. Hein. On n'a pas insisté sur la notion, mais cette exposition est très concentrée sur des films des années, alors ça va des années 60-70 jusqu'à 2016 je crois, on va voir tout à l'heure. Donc c'est quand même très étendu, mais c'est avant tout du cinéma américain avec des voitures qui souvent sont au second plan. Et là pour le coup, vraiment on se rend compte de leur importance dans l'ambiance. Si je te dis 643, tu me réponds quoi? Peut-être... c'est le chiffre sur la voiture suivante. Donc ce n'est pas la puissance, va savoir, peut-être que si. Et là, on est encore sur une nouvelle voiture exclusivement dans Transformer, toujours le premier, la voiture de police. Alors je ne sais pas si vous aviez les jouets, vous, chez vous, qui se créaient, voilà, on crée des robots à partir de ces véhicules, mais il n'y avait pas que des véhicules. N'empêche que c'était quand même les gros, il y avait aussi un camion, si tu te souviens. Oui, merci. Un peu, merci. Mais c'était beaucoup le camion quand même. Et puis voilà, donc là on a deux véhicules, deux voitures là, qu'on peut reconnaître facilement dans la franchise Transformer. On va peut-être aller de l'autre côté pour pas l'oublier. Là pour le coup un film beaucoup plus récent, Drive 2011, avec le célèbre Ryan Gosling qui s'est démarqué dans plein d'autres films encore bien après, mais un véhicule sobre, d'un blanc immaculé. Dans lequel donc il joue le rôle de ce tueur solitaire. On ne sait pas trop exactement son rôle, un mystérieux conducteur en tout cas, tout le long du film. Et puis voilà, alors la voiture était peut-être pas l'acteur principal, mais n'empêche que ça a joué beaucoup dans l'ambiance, hein, clairement. Hein. C'est marrant parce qu'elles sont très simples les voitures. Il y a des volants, il y a des pédales, et il y a des fauteuils et un moteur. Autrement dit, effectivement, ça manque de cachet ou d'identité personnelle dedans. On ne peut pas vraiment dire qu'on retrouve... moi, je pense que ma voiture, il y a un peu plus de bazar dedans, par exemple. Pour pas dire. Je prends un Joker sur mon Vito, moi. Donc voilà, c'était la Chevrolet Malibu donc de Drive. Et alors sur la gauche, oh là là. Alors ça, il y a une chanson, il y a un gyrophare. Starsky et Hutch, ta la 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 la, Starsky et Hutch. Alors, tout à l'heure on s'est dit avec Alain, on va peut-être refaire la... comme dans la série, les deux agents finalement, Starsky et Hutch, lorsqu'ils glissent sur le capot. Mais bon, quelqu'un de la sécurité m'a retenu. Toi, t'as pu le faire. Est-ce que ça glisse comme dans la série? J'étais trop lourd. Bon, le capot n'a rien senti. Donc voilà, magnifique Ford Grand Torino, véhicule emblématique de la série pour le coup. Il y a un truc original, vous le voyez, sur les appuis-têtes, il y a marqué les deux noms des deux policiers. Voilà, Starsky et Hutch. Bah oui. Alors, il y a quand même une insolite que tu m'as dit tout à l'heure. Oui. C'est tout simplement la grandeur des pare-brises. C'est vrai, je t'ai étonné. Ils sont tout petits. C'est pas des pare-brises. Oui, pardon, je parlais effectivement du rétroviseur. Je l'ai trouvé quand même rikiki. Bon, le but c'est pas de mettre une caravane derrière, quoique. Mais je l'ai trouvé vraiment petit. En tout cas, pour des voitures de police, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais la voiture a de la gueule. Mais c'est toujours la même chose, hein. C'est tout simple à l'intérieur, on pourrait penser que... Minimaliste. L'essentiel, le but c'est de filmer la voiture en action avant tout.
On n'est pas là pour faire un reportage pour une émission. Là, on en avait une à l'entrée, comme manière qui était toute orange. Après, on a eu des bleus. Ouais. Là, maintenant, on commence à cracher la couleur, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, ça on peut le dire, là, cette bande blanche sur la voiture rouge, là c'est flashy, ça se reconnaît à 10 km à la ronde, sans problème. Mais attends de voir celle qu'il y a derrière en parlant de couleur flashy. Si je te dis, chéri, fais-moi peur. Je te dis, t'es gentil, mais on est en direct. Hein. La magnifique Dérangé de la tête, celui-là. Non, mais ça va pas. la magnifique voiture de la série, pleine de cascades. T'as dit chéri, fais-moi peur ou shérif? Oui, shérif, voyons. J'ai cru que tu étais en train de me parler. Non, mais ça va. Ah, mais non, regarde, enfin, mais t'as bien reconnu, la voiture General Lee. Celle-là, elle a fini dans le foin un paquet de fois dans la... Ouais, si tu te souviens, dans les épisodes et d'ailleurs dans chaque générique. C'est marrant parce qu'on constatait un truc tout à l'heure. Oui, On constatait un truc tout à l'heure. C'est quand même très années 80, 2000. oui. Ouais. Alors. C'est une nostalgie ou c'est le fait qu'on a eu à cette époque-là des séries qui étaient emblématiques? Je pense qu'il y a eu de ça. Il y a eu également des voitures qui avaient de la gueule, hein, faut dire ce qui est. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est moins le cas, mais on est peut-être plus axé sur la puissance que sur une personnalité avec une voiture qui a des traits forts de caractère. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, malheureusement, où on cherche d'autres choses qu'un véhicule. Alors on appelle ça des muscle cars, des pony cars. C'était toute une époque des années 70-80 avec des voitures qui en avaient sous le capot, mais également qui en jetaient. C'était une époque. Et aujourd'hui, beaucoup de collectionneurs se les arrachent. Et nostalgie sans doute, hein, qui se vérifie. Tu m'as dit que celle-là, elle avait une couleur orange et qui avait une spécificité, c'est qu'on avait la même dans une autre couleur. Exact, c'est une Dodge Charger. Alors voilà, je triche pas, hein, c'est marqué de toute façon sur chaque fiche pour en savoir un peu plus. Et il a préparé, mais faut pas croire, il y a les fiches aussi, hein, c'est plus simple. Et effectivement, la voiture de Dominique Thirault, l'acteur de Vin Diesel, donc qui joue dans Fast and Furious, je conduis également la Dodge Charger qu'on a vue au début. La petite différence, c'est que le moteur est tellement puissant, je crois qu'on parle de 900 chevaux dans le premier Fast and Furious, qui sort carrément du capot. Enfin, vous l'avez remarqué tout à l'heure, vous pouvez pas le rater. Celle-ci, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans le moteur, mais ça reste quand même une Dodge Charger également. Mais pour le coup, difficile sur le premier coup d'œil de s'assurer que c'est la même véhicule. Et pourtant. Juste pour avoir un repère, une voiture normale, ça fait combien de chevaux? Oh là, la mienne, elle fait 120, c'est le bout du monde. Hein. 900 chevaux. Ouais. Et encore, j'ai vu des Dodge Charger qui montaient en milliers de chevaux, hein, pour être tout à fait complet. Donc oui, après voilà, c'est autre chose que des voitures de tous les jours, on est bien d'accord. Hein. Allez, maintenant, continuons à la nostalgie, avec peut-être le clou de l'exposition, une qu'on rencontre quand même dans les grands événements de ce type-là, c'est la DeLorean. Vous l'avez reconnu, Retour vers le futur, les années 80. Celle-ci est extraite, je pense, du premier film, parce que je ne trouve pas certains détails qu'on a notamment dans le 2 et le 3, avec la voiture qui est modifiée pour le futur, voire pour le western. La fameuse DeLorean, la voiture emblématique de la série, peut-être même au premier plan devant Marty et Doc. Sans elle, pas de voyage dans le futur, ni dans le passé. Alors, je crois que le film est passé la semaine dernière et on retrouve le fameux almanach qui était assez rigolo. Pourquoi celle-là? Pourquoi elle a été choisie celle-là? Alors ça, j'ai même une anecdote sur la question que la plupart des fans connaissent, c'est qu'à la base c'était même pas une voiture qui devait être utilisée pour ce film qui a fait ensuite une trilogie. Mais Retour vers le futur, à la base, ça devait se passer dans un frigo. C'est authentique. C'était un frigo qui devait servir pour voyager dans le temps. Je pense qu'à un moment donné, au-delà du fait que ça semblait un peu bizarre, il y avait aussi le risque que des enfants s'enferment dans le frigo, qui était s'agissant d'un film à grand public, c'était peut-être envoyer un mauvais message également à toute une classe de potentiels spectateurs avides de refaire la même chose à la maison. Donc une voiture est devenue une évidence pour pouvoir ne serait-ce qu'être mobile dans le film. Et la DeLorean, c'est encore toute une histoire, hein, parce que la DeLorean, c'est une voiture qui a été construite à moins de 10 000 exemplaires à l'époque. C'était au tout début des années 80, même avant que la voiture devienne célèbre. La marque n'a pas fonctionné, et puis il y a eu des soucis un peu troubles de stup de la part apparemment du créateur Jonathan DeLorean, et la boîte avait malheureusement faillite. Et la voiture est devenue célèbre après. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est surtout ça étonnant. Dis, si je te dis un chiffre 30, ça te fait penser à quoi? Alors là, je l'ai pas, le 30, mais je sens que ça va pas être loin. Bah si, c'était il y a 6 ans déjà, mais c'est tous les 30 ans en fait. Oui.
Effectivement, vous vous souvenez qu'en 2015, on a fêté quelque part les 30 ans de la franchise Retour vers le futur, mais surtout le fait que quand Marty voyageait, il arrivait en 2015 avec les voitures qui volaient. C'était en octobre, je crois. Je me rappelle qu'on avait fait une fête d'enfer. Octobre 2015, exactement, ouais. Jour pour jour, en gros, quoi, effectivement, c'était ça. 30 ans, 36 ans à présent, et les voitures ne volent toujours pas, sauf erreur de ma part. En tout cas, il n'y en a pas ici. Alors tu me disais un truc important, c'est qu'en fait, c'est un peu comme Jules Verne, c'est-à-dire que quand ils ont tourné les films, ils étaient un peu d'avant-garde, puisqu'il y a des choses qui sont restées du film. C'est toujours le grand challenge quand on se projette dans l'avenir, c'est de créer quelque chose de possible, de cohérent. Et beaucoup se sont cassés la figure là-dessus en créant des choses kitsch qui ne sont jamais réalisées ou peut-être trop visionnaires. Et dans la DeLorean, eh bien, avec le Retour vers le futur, on a quelques éléments quand même qui se sont réalisés. Je pense à toutes les tablettes numériques. Ça, c'était déjà présent dans le deuxième, et ça s'est vérifié également dans l'avenir. C'est pas le cas en revanche donc des voitures volantes. Ça, c'est pas venu. On a vu par exemple des micro-pizzas qui s'agrandissaient à travers une sorte de micro-ondes. Ça, je ne l'ai pas vu non plus. En revanche, là où ils se sont malheureusement ils n'ont pas eu beaucoup de réussite, c'est sur les téléphones portables. C'est un des exemples les plus flagrants de la franchise, c'est que finalement, on est tous là avec nos portables au jour depuis maintenant une 10-15 d'années en continu entre les mains, et pas un seul ne figurait dans l'avenir, quoi, selon Retour vers le futur. Mais bon, on peut pas leur en vouloir. Il y a eu quand même beaucoup d'autres réussites qui se sont concrétisées. Moi j'ai une colle à te poser parce que je suis sûr que t'as préparé des questions mais pas les bonnes, pas celles que je vais te poser. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'elle soit à ce point aussi emblématique? Oh là là. Bon, il y a l'histoire, la franchise, avant tout le film qui a été vraiment très bon. Très bon, hein. C'est quand même un film réalisé par Robert Zemeckis qui en doit beaucoup d'autres succès quand même très forts dans le cinéma américain, et produit par Spielberg. Et à l'époque, Spielberg en a produit un bon paquet de films qui ont vraiment cartonné. La DeLorean. Comment dire? C'est vrai que le modèle en lui-même a une silhouette pas si extraordinaire que ça. On peut retrouver des équivalents dans bien d'autres modèles de tous les jours. Les ailes papillons, je pense, ça a dû aider aussi pour créer quelque chose d'avant-gardiste. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve chez très peu de voitures. Et puis peut-être le fait qu'il soit également un véhicule exclusif. Je ne sais pas. Ça a dû jouer. En tout cas, j'ai lu que Spielberg avait beaucoup insisté pour que ce soit vraiment ce modèle-là qui apparaisse dans la franchise, afin derrière, peut-être de marquer une vraie identité personnalisée. Voilà. Alors maintenant, je crois qu'il faut que je fasse mon mea culpa. Parce que je pensais que c'était la Dodoche, ou c'était un autre véhicule qui avait été le plus vendu dans le monde. Et en fait... Eh bien non, apparemment, selon les sources que j'ai pu rencontrer, c'est une voiture allemande. Et pas n'importe laquelle. La Coccinelle. Si, c'est la Coccinelle. Alors, en français... On dit la Coccinelle, mais c'est étonnant parce que là aussi je l'ignorais complètement l'histoire de cette voiture emblématique. On parle de 21 millions d'exemplaires vendus dans le monde sur plusieurs décennies. Et ce modèle de Volkswagen a un nom différent selon les pays. Un petit nom, nous on dit la Coccinelle. Mais dans d'autres pays on trouve d'autres noms d'insectes, notamment le scarabée, voilà, par exemple. On en apprend tous les jours. Le scarabée. Et alors celle-ci, c'est peut-être la plus ancienne de la collection présentée aujourd'hui, puisqu'elle apparaît dès la fin des années 60 dans la grande série de films de la Coccinelle. Il y en a eu 4-5 je crois, il y a eu une série, il y a eu un nouveau film de Disney plus récemment. Mais bon, ça reste quand même la voiture des années 60-70, emblématique donc de cette série, quoi. Forcément, c'est l'acteur principal, elle s'appelle Choupette dans le film. En anglais c'est Herbie, mais c'est Choupette. En anglais c'est Herbie de mémoire. Ah oui d'accord, Herbie. Rien à voir, mais Choupette ça sonne quand même mieux. Et donc on retrouve forcément cette voiture qui ne parle pas mais qui communique quand même beaucoup avec son capot, ses fenêtres, ses portes. Donc une voiture qui quelque part ne passe surtout pas inaperçue et complètement une âme vivante du film, des films plutôt. Voilà. Alors moi j'ai jamais monté dans une Coccinelle. C'est regrettable parce que qu'est-ce que ça doit être fun quand même de partir en vacances avec ça. Celle-ci ou une autre d'ailleurs. Moi je pensais que ça pouvait être une Dodoche, une 4L, mais bon, non, ce serait celle-ci, avec la Ford T dans un autre registre bien sûr, mais voilà les grands modèles ces années-là qui ont été les plus vendus finalement. Ouais, allez, on fait un peu le chauvin. Donc maintenant, on fait un clin d'œil à quoi? À Neymar, à Mbappé, à Messi. Ah non, pardon, on est à Marseille. On est plutôt à Marseille, effectivement. Alors là, c'est encore une autre ambiance. Là, on est complètement en France avec un film qui a extrêmement cartonné. Voilà, alors c'est le deuxième, en l'occurrence, c'est le taxi qu'on voit dans Taxi 2, la modèle de la 406, complètement survitaminée, conduite par Samina Seri, avec tous les gadgets qu'on imagine dans le film, qu'on a vu dans le film et qu'on redécouvre là.
En vrai, alors c'est la vraie, hein, ce qui est écrit hein, sur l'affiche, c'est vraiment le modèle qui a servi aux cascadeurs notamment hein, pour tourner dans ce second film. Ça remonte à 2000 ou 2001 je crois, le deuxième. Made in Marseille, avec la plaque d'immatriculation qui tournait avec Allez l'OM, je m'en souviens, parce qu'il est sur l'autoroute. C'est important, tu l'as dit, il y a des gens qui pensent que c'est Samina Seri qui conduisait, en fait pas du tout. Eh bien non, c'est des cascadeurs, effectivement. Samina Seri n'a a priori pas réalisé les grands moments d'accélération, entre autres, quoi, du véhicule. Non, non, il y avait des cascadeurs pour ça. Bon, c'est pas chaud, c'est pas surprenant, hein, quelque part. Hein. Voilà. Le taxi de Taxi 2. C'est une Peugeot, mais alors, je me rappelle plus quel modèle. Une 406. Ouais, donc ça veut dire que je peux aller en Bien concession entendu. et puis l'acheter, quoi. Tu demandes la même. C'est La ça. même. Ouais, je vais passer inaperçu. La fameuse. Ah, là aussi, on est quand même sur du lourd. Ouais, Vous l'avez reconnue? Ouais. Elle m'a doublé l'autre jour sur la 7. Hein. Comment elle s'appelle C'est la voiture de Wonder Woman. Alors, pas tout à fait. Effectivement, on est un peu sur les mêmes époques. Et d'ailleurs, la même emblématique maison DC Comics qui avait notamment publié les Batman. Et là, on est sur la Batmobile. Il y en a eu plusieurs de Batmobiles. Hein, et oui, tant qu'à faire, c'est vraiment un vivier de créativité. Celle-ci, c'est celle du modèle de 1989. La Batmobile, donc conduite par Michael Keaton. Dans le premier et je crois dans le deuxième également, tourné par Tim Burton à l'époque. La Batmobile, donc peut-être la plus élancée, je ne sais pas, la plus longue aussi. À quel intérêt d'avoir un capot aussi long? En tout cas, ça en jette, hein, c'est sûr, avec les ailerons en forme d'aile. Pour le coup, c'est vraiment des ailerons. Hein. Bon, je te repose la question sympa que je t'ai posée tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dedans? Alors dans le film, le cockpit, je ne sais pas si on peut dire ça, l'habitacle, le cockpit, eh bien, il se détache normalement vers l'avant. Voilà, tu vois, il y a une ligne au milieu qui doit accueillir l'ensemble, et là tu rentres dedans en sautant. Tu rentres dedans en sautant? Ouais, en sautant. Bah t'es Batman, t'es pas Batman, savoir. Après. Je suis pas Batman. Ouais, mais ils disent tous ça. Mais il y en a forcément un qui ment. La Batmobile de 89. Alors après, il y en a eu d'autres avec des designs très très différents. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même de quoi faire le plein, tu noteras. Hein. C'est une voiture quand même qui fonctionne au super. J'imagine combien elle consomme. Hein. Ouais, ça c'est sûr. La Batmobile, un régal pour les yeux. Une voiture qui ne roule pas sur la route. J'en ai jamais croisé. Tu vois, avec un pot d'échappement pareil, je suis pas sûr que le contrôle technique soit simple à passer au niveau pollution. Mais qui sait. En tout cas, ça en jette. Allez, on revient sur la gauche. Alors des voitures beaucoup plus, j'ai envie de dire, communes. Même si ça reste des modèles de luxe. Là, on a une Aston Martin, n'est-ce pas? On est plus sur des véhicules. Je ne sais pas si vous avez le plaisir de connaître Alex. Voilà, je vous le présente. Je suis très fier que ce soit lui qui prenne la main cette fois-ci. Mais alors, voiture commune, nous n'avons pas les mêmes valeurs, mon cher. Non, mais bon. Voilà. Celle-ci, elle pourrait, à la limite, tu vois, je ne serais pas surpris de l'avoir passée sur la 7. La Batmobile, là, par contre, clairement, je m'arrête et je filme. Là, on est sur l'Aston Martin. On va être sur deux voitures de James Bond. Deux époques pas si éloignées, hein, il y a je crois une dizaine d'années d'écart. Celle-ci, c'est celle conduite par Daniel Craig dans Casino Royale lorsqu'il a repris les grandes séries de films de James Bond. Donc, en l'occurrence, je ne sais pas si elle avait des particularités remarquables, celle-ci, à part que c'est une Aston Martin quand même. Bon, c'était voilà, le fauteuil en cuir. En tout cas, c'est le retour, comme indiqué sur l'affiche, à une certaine classe à l'anglaise, parce que c'était pas forcément des voitures anglaises depuis un certain nombre de temps, et l'occasion de faire de rafraîchir la grande série des films James Bond avec Casino Royale. Ouais, et c'est marrant parce qu'avant les Aston Martin, c'est des petits véhicules pour les James Bond. C'est vrai. C'est vrai, alors que celle-ci est quand même beaucoup plus, beaucoup plus marquée sur la dimension. Et alors, à côté, c'est toujours James Bond. On reste sur un James Bond, on recule de 10 ans en arrière, avec cette fois-ci Pierce Brosnan, qui tenait les rênes de James Bond depuis GoldenEye. C'est le deuxième dans lequel il tournait, c'est Demain ne meurt jamais, en 97. Alors c'est une BMW. Alors c'est un peu bizarre devant là, ce qui c'est viseur pour les piétons. Alors peut-être, oui, ça doit être ça, peut-être une sorte de viseur. En tout cas, la particularité de ce véhicule, c'est qu'elle était la première qui était télécommandée. Voilà, une première voiture télécommandée de la série James Bond. Ça n'a pas été la première. Qu'est-ce que tu racontes, s'il te plaît? Si. Elle était complètement pilotable sans conducteur dedans. Voilà, les débuts peut-être de la voiture autonome. En tout cas, on la voit ici. toujours en avance sur 100 ans avec ses gadgets James Bond. Oh là. À ce point-là? Oh là. Alors c'est pas forcément une voiture culte dans l'absolu, mais
très carré, très limite un corbillard d'ailleurs. Hein, il y a une ambiance un peu morbide. Et pourtant, c'est à l'image finalement des films qui sont quand même, enfin des films, du film Men in Black, le premier dans lequel on la voit. C'est la fameuse Ford Limited, conduite par, alors c'était Tommy Lee Jones qui jouait l'agent K, je crois, ou G avec Will Smith. Et effectivement, il conduit cette voiture qui, à un moment donné, on la reconnaît bien de près parce qu'elle tourne notamment dans un tunnel où elle commence à changer de dimension. Les effets spéciaux ont aidé, je pense aussi. Et ça matérialisait un peu ce côté FBI discret. Toute une époque, un peu, là c'est en 97 que ça sort. C'est la grande époque aussi d'X-Files. Toutes ces séries un peu basées sur des complots autour d'agents secrets pour le gouvernement qu'on ne reconnaît jamais. Voilà, ça surfait beaucoup sur cette ambiance. Donc normalement, on ne pouvait pas s'attendre à une Ferrari claquant rouge, quoi. C'est pas surprenant que ce soit ce type de voiture. Bon, mettez les boules caisses maintenant, j'y vais. Ouais. Non, j'y arrive pas. J'ai pas reconnu. Heureusement que je vois juste ensuite. Pour le coup, tu aurais dit David Hasselhoff. Il n'y a pas 36 solutions. Si c'est pas Alerte à Malibu, c'est K2000. Et là. Le chevalier solitaire K2000 en français. Non, je suis pas. Excuse-moi, mais il y a une insolite là, et c'est toi qui me l'as dit. Bah, il y a une coquille sur l'affiche, comme vous le voyez. C'est bien une Pontiac Firebird des années 80. En revanche, c'est pas K200, non, c'est bien K. Bah oui, mais non, c'est K2000. Oui, mais ils ont le droit à l'erreur. C'est pas très grave, on leur pardonne complètement. K2000. Ça, j'ai rêvé de l'avoir quand j'étais plus minot déjà. Là, on parle d'une série dans les années 80 où j'ai vraiment grandi avec cette série, avec Kit, l'ordinateur embarqué, sa petite ligne rouge. Là, c'est une voiture qui parle. Et oui, pour le coup, elle parlait. C'était assez surprenant d'ailleurs parce que finalement, sa voix, on la reconnaissait avec cette balance là qui bougeait. Il y avait trois bandes à peine, mais ça suffisait à lui donner sa personnalité, son caractère. Et là, je me rappelle qu'avant aussi, on avait la lumière qui, enfin, je sais pas, elle balayait quoi. Je suis pas sûr, moi ça me parle pas. C'était surtout devant. En revanche, oui, la petite, on la reconnaît bien, là, la bande rouge là, qui a été rajoutée d'ailleurs, parce qu'elle n'y est pas du tout sur le véhicule normalement sur la Pontiac. Et effectivement, ça allait de gauche à droite, ça donnait une ambiance. C'était pas utile, ça servait à rien, mais c'est beau. Puis quand tu la vois qui traverse la poussière dans ces déserts, avec la musique qui va bien, la musique était géniale en plus. Ils faisaient des bonnes musiques, des bons génériques télé, quoi, des musiques emblématiques. Tu peux les ressortir maintenant. À la première note, tu la reconnais dans les blind tests, c'est immédiat. Il y a K2000, mais il y a aussi Magnum dans les séries télé avec un générique identifiable à la seconde. Tom Selleck. Tu me le refais le générique, s'il te plaît, je me Tan, 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 tan. T'as reconnu, tu vois. Ah oui, ça y est. Et voilà. Sinon, je pouvais mettre la moustache de Tom Selleck. Moi, j'aimais bien Higgins et ses chemises tahitiennes. Ah oui, alors avec la claque, alors tahitien, c'est plutôt hawaïen. Ça se passait tout sur l'archipel d'Hawaï. Voilà, et oui, d'ailleurs comme le reboot qu'on découvre ces derniers temps à la télé. Mais la série donc des années 80 avec Magnum, version Tom Selleck, c'était la Ferrari. Alors c'est quel modèle? Parce que je les connais pas par cœur. La 308. C'est une marque cheval? Oui. Je vois qu'il y a un cheval. Oui. Je vais essayer de rien casser. Bah, c'est pas moi qui ai fait. Oui, les talons italiens. Je sais pas. C'est parmi les marques peut-être les plus fortes, hein, peut-être dans les véhicules. Le rêve inabordable pour beaucoup. Moi le premier, c'est sûr. Et la Ferrari, voilà, que conduisait notre fameux Tom Selleck. Je sais pas s'il y en a eu, il me semble qu'il y en a eu plusieurs dans la série, peut-être pas que celle-là. De Tom Selleck ou de voiture? Tom Selleck, il n'y en a eu qu'un. Pour une moustache comme ça, il n'y a que lui. Ouais. Par contre, oui, je crois qu'il en avait conduit d'autres, il y en avait une jaune aussi, je crois. Non, je dis une bêtise. Je me souviens pas assez pour ça. C'est discret aussi, jaune, c'est bien. Ah, mais ça, c'est clair, faut que ça flash. C'est à l'image du gars, avec les phares qui se relevaient, là, j'aime bien ça. Toute une époque. On fait un bond un petit peu dans l'avenir. Mea culpa, je me suis endormi, je n'ai pas été voir notre quadralogie, je pense que ça s'appelle pas une trilogie, il y en avait 4. Et c'était la clôture du Festival Lumière 2021 à l'Altony Garnier, samedi dernier, en l'occurrence Jurassic Park. Alors là, on parle d'une série de films, c'est toujours d'ailleurs le cas dans la plupart des voitures qu'on a vues sur cette exposition. C'est les deux dernières qu'on vous présente aujourd'hui. Deux voitures qui sont présentes dans le tout premier Jurassic Park. Ça remonte en quelle année déjà, Alain? Tu te souviens? C'était 1942. Alors c'était en 93 et et cette année-là, le film avait Pourquoi tu me poses des questions que je connais pas la réponse? T'avais le droit de marge d'erreur. Celle-ci là, je peux pas l'entendre. 1993? Ça paraît pas, c'est même pas 28 ans. Hein. Ouais. Et à l'époque, c'était déjà des effets spéciaux quand même d'une autre époque, surtout qui annonçait la suite, quoi.
Et Jurassic Park a beaucoup marqué les esprits de par, de par bien sûr sa réalisation, ses personnages, son scénario qui est extraordinaire avec un très grand écrivain derrière. Mais ça annonçait surtout la couleur des effets spéciaux de tous les films suivants qui allaient venir. Et les dinosaures, difficile de revoir le film sans pourtant être fier finalement de cette réussite technique. Les dinosaures, pourtant il y a 28 ans comme tu viens de le dire, étaient déjà extrêmement bluffants. Je ne vois rien à redire. J'ai beau revoir les films, tout est si bien fait, c'est net. Moi je vois ce véhicule, je suis désolé, je repense à la séquence du T-Rex qui joue avec ses pattes, qui la retourne tout en écrasant le cockpit, la partie habitacle au-dessus, là, avec la vitre qui est pulvérisée par le T-Rex, avec les deux enfants qui hurlent, les pauvres, dans un moment vraiment de dramatique quand même assez fort, avant qu'ils embarquent dans la Jeep, qui est également pour le coup poursuivie par le T-Rex, qui court pas très vite paraît-il, mais pourtant qui arrive quand même à les rejoindre. Ça existe encore les dinosaures? Ah alors ça, grand dilemme à savoir peut-être, il est toujours question d'en reconstituer certains selon certains scientifiques dans la génétique, qui sait peut-être un jour on aura l'occasion d'en voir en vrai, je sais pas, tout ça c'est un grand débat sur l'éthique aussi, mais aujourd'hui on peut dire que c'est mort. Le timbre de l'année 2020, c'était une 204. Les voitures emblématiques, c'est la fameuse Dodoche dans le film Le Cornio. Oui. Elles sont où? Voilà, après on peut toujours regretter effectivement l'absence de plusieurs gros véhicules qui ont marqué d'autres films, des mêmes époques d'ailleurs. Toi, il y a quel film qui t'a marqué et t'as une pensée pour un acteur, un réalisateur ou une voiture en particulier? Alors je me suis même pas posé la question, parce qu'ici je retrouve... Tu l'avais pas posé encore? Non, mais je me suis pas posé la question. Je me suis quand même posé la question des voitures qui manquaient, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai pensé à la Dodoche, effectivement, de Bourvil, c'était quand même magique à l'époque. Mais moi, mes voitures emblématiques, elles sont là, je suis désolé, la DeLorean a vraiment marqué très profondément ma jeunesse, comme Jurassic Park un peu plus tard. Ce sont vraiment des voitures auxquelles que j'ai dû avoir en miniature, en plein de... Voilà, que j'ai beaucoup joué avec, c'était vraiment très, très marqué dans ma jeunesse pour le coup. Donc non, je n'ai pas vraiment de choses qui me manquent là aujourd'hui. Je suis vraiment comblé pour ma part. Et toi? Ah bah moi, mais moi ça me fait toujours rêver. Ouais, un peu quand même parce que c'est pour lui. J'ai revu hier soir Louis de Funès dans Les Aventures d'un Rabbi Jacob, c'est quand même extraordinaire. Bon, bah écoute, il faut te féliciter. Hein. Ah bah merci Alain, merci, c'est un plaisir. T'étais averti que t'allais prendre le micro, que t'allais faire tout? Ah non, pas du tout. Moi, je suis arrivé, je t'ai vu de l'intérieur, je suis rentré parce que j'avais aussi très hâte de voir cette exposition, de pouvoir contempler ces véhicules. Alors certains, j'avais la chance d'avoir déjà vu, mais de voir comme ça tout réuni, c'est vraiment un bonheur, quoi. Donc voilà, puis le hasard fait bien les choses, hein, paraît-il. Exactement. Et on rappelle, elle dure jusqu'à quand? Alors c'est une expo qui, j'ai lu, durait 3 semaines. Elle a démarré samedi. Il y avait beaucoup de monde au village. Ça ne veut pas dire que c'était forcément que pour l'expo, mais il y avait beaucoup de monde déjà samedi. Là, nous, on est entre midi et 2. C'est plutôt confortable pour visiter. On s'est pas fait bousculer. On a pu tourner comme on voulait. Donc c'est peut-être le bon moment si vous voulez la faire discrètement, plutôt qu'un samedi si vous avez la possibilité. En tout cas, il y a 3 semaines devant nous. On a oublié de dire où est-ce qu'on est. Alors, on l'a peut-être dit de façon rapide. On est dans le Nord-Isère. On est entre Villefontaine et les communes de Villefontaine et de la Verpillière, donc, avec le centre commercial The Village Outlet, qui a ouvert il y a 3 ans. Hein, c'est les prix dégriffés toute l'année dans un centre commercial, plein de boutiques, beaucoup de vêtements, mais pas que. Il y a aussi des bonbons, il y a des chocolats. Et donc un grand hall qui accueille des expos un peu ponctuelles comme celle-ci, voilà, qui va donc durer 3 semaines. Venez nombreux. Je vois qu'il y a Batman là qui arrive, apparemment. On va peut-être lui poser quelques questions à Batman. Salut Doc. Salut Doc. Ça c'était pas forcément prévu. Mais Alain, je te laisse poser les premières questions. Quoi. Alors attends, allez, tu prends la caméra, c'est toi qui fais. Vous avez vu, c'est un peu toujours comme ça le principe de Direct en jeu, la radio insolite et tout. Bon, donc si j'ai bien compris, toi t'es Batman. Ah, et lui, toi t'es Doc. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ah, moi je suis le Batman, bien entendu. Mais non, Batman il est fort, regarde là, alors que toi, non, je vais pas. Moi aussi je suis fort. Mais voilà, oui, c'est pas la même proportion, c'est vrai qu'il est un peu plus grand. Alors attention, question difficile. Oui. Batman a tourné dans quel film? Batman a tourné dans Batman, j'ai envie de te dire, hein, n'est-ce pas? Et alors Doc, il a tourné dans quel film? Retour vers le futur. Bonne réponse, hein. C'est la première fois que vous vous rencontrez en fait? Oui, là on s'est croisés. C'est un cross. C'est une belle rencontre. Voilà, je dirais que c'est... Mais j'aimerais dire que qui que je sois, je ne serai jugé que par mes actes. Ah, nom de Zeus! C'est bien dit, hein. Ah, comme dirait l'autre,
la vie est faite d'expériences. Hein. Je veille sur The Village. D'accord, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Il est coloré, lui. Hein. Faudrait que tu t'occupes de son looking, hein, quand même. Il est bien comme ça. Ah oui, non, mais c'est... Oui. Bah oui, hein. Bah bien sûr. Bah moi aussi, des chaussures de première qualité d'abord. Hein. Tout comme mes muscles. Bah oui. Hein. Alors, une question indiscrète. C'est pas de moi, c'est Alex qui est derrière, qui vient de nous faire la visite. C'est vrai cette histoire qu'en fait, à l'origine, ça devait pas être une voiture, ça devait être un frigo. Ah tout à fait. Au départ, c'était ce qui était prévu. Finalement, tout a changé. Les plans ont changé et l'univers m'a guidé vers autre chose. Tout à fait. Et dis-moi, toi, t'étais obligé d'avoir une voiture qui passe inaperçue comme ça? Bah oui, parce que je dois être intense, je dois être représentatif. Je dois en jeter, mais sans trop en dire. Il en jette, hein, n'est-ce pas? C'est tout dans le visuel. Ah oui. Allez, je te pose une colle pour finir. Ah, ouais. Comment on fait pour rentrer dans la Batmobile? Ah, la téléportation, pardi. Ah, monseigneur. Ah oui, une petite soucoupe volante et on y va. Hein. J'ai envie de te dire. Il est un peu déjanté, non? Bah, c'est le doc. Ah bah oui. Hein. Surveillez de près, hein. Ah ouais, Il est pas mieux que le Joker. Ça turbine là-haut. Hein. Ah oui. Ça turbine là-haut. Bah, il faut. Regarde. Oui, moi Tu aussi, l'as- je vais sur Gotham, le village. Oui, d'accord. Merci à vous. Voilà, on finit cette petite visite. Je voudrais saluer donc à nouveau Philapost, Fred Morin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les interviews sur les voitures de cinéma dont on a parlé durant le Festival de Cannes, dont on a parlé durant le Festival Lumière. Et puis, rendez-vous sur Epoch Auto avec Gérard, qui a fait cette collection des véhicules de cinéma. Je voulais remercier Alex. C'est moi qui vais prendre de pied pour te remercier, Alex, parce que ce que tu as fait, tu l'avais déjà fait? Non, du tout, non, du tout. Et autant vous dire qu'Alex, on aura l'occasion de le retrouver parce que c'est un vrai bonhomme, un vrai de vrai. C'est un type honnête, droit, franc et merveilleux. Merci à toi. Merci à toi, Alain. C'était cool. Allez, salut à tous.